au jour le jour, tu arrives à avoir une traction commerciale, parce que tu as ton job, c'est quand même de rencontrer des boîtes, des entrepreneurs, etc. Ouais. Mais sans être vendeur de rêve à tout prix. Versus un entrepreneur qui fait potentiellement 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais s'il a fait 400 000 euros le mois dernier et il va faire 150 dans 3 mois, ça va faire rêver personne. Début novembre 2024. Bonne année, Bon. Bonne année. La prépa HEC ne va pas te dire on te garantit à 100% d'avoir HEC ou une très bonne école. En revanche, on te garantit d'être le mieux préparé possible pour réussir. Alors, je fais le faux naïf, mais je dois leur rendre des comptes tous les combien de temps? Toujours des investisseurs, qui soient des business angels ou des fonds très early stage ou des clubs de BA, qui ont encore les poches relativement pleines. On n'est aussi pas allé vers ce type de financement parce qu'on avait peur de perdre. Est-ce qu'on peut lever? Salut Germain. Salut Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Avec toi, on va parler des levées de fonds. Exactement. Ouais. Et on va voir si c'est possible de lever des fonds en 2024-2025. Je dis 2025 parce qu'en fait, l'épisode vraisemblablement va être diffusé en janvier 2025 pour te donner un peu la temporalité. Et toi, tu es le CEO de Braquage. Ouais, un des 2 cofondateurs de Braquage, effectivement. Avant de commencer cet épisode, le mot de notre premier sponsor sur Banous, il s'agit du Mage du SIA. Vous souhaitez être accompagné par l'une des meilleures agences SIA en France, avec plus de 10 ans d'expérience, plus de 50 clients gérés, le Mage du SIA est votre partenaire pour vos campagnes d'acquisition. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance et pour soutenir Banous. Vous souhaitez le contacter, rendez-vous en description, j'y mettrai tous les liens, ou directement sur le site lemagedusia.com. Allez-y de la part de Banous. Un grand merci à Alexandre une nouvelle fois. Bonne écoute. Donc pour revenir à notre sujet, Germain, donc on va parler de levée. Ouais. Déjà, avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc moi, je suis Germain, un des 2 cofondateurs de Braquage.tech, un cabinet de conseil en levée de fonds que j'ai cofondé avec un ami qui s'appelle Augustin Deschamps. On pourra potentiellement revenir sur l'histoire de Braquage plus tard, mais notre métier, en quelques mots, c'est d'accompagner les entrepreneurs à lever des fonds. On bosse sur les premières levées de fonds des entrepreneurs, c'est-à-dire les levées de fonds pré-seed, seed, série A. Dans la tech, on est assez généraliste. Et notre métier, c'est les accompagner sur toutes les étapes de la levée de fonds. On a un peu 3 grandes étapes quand on lève des fonds, la phase de préparation, la phase de roadshow et la phase de closing. Et nous, notre métier, c'est d'être le chef d'orchestre de la levée de fonds et donc de les accompagner sur l'ensemble de ces étapes au travers de notre cabinet. Ok, alors pour bien que les gens comprennent, alors je pense que les auditeurs de Banous sont avertis des différents termes, mais on va essayer d'être hyper pédagogue pour eux, parce que finalement, dans une entreprise, ça reste c'est une norme ou ça reste l'exception, la levée de fonds? Alors, quand on passe nos journées sur LinkedIn, on peut avoir l'impression que c'est une norme. C'est évidemment une exception. C'est une exception dans une histoire d'une boîte. Je n'ai pas les statistiques nécessaires sous les yeux, mais la plupart des boîtes ne rentrent pas dans les critères d'une boîte tech qui a besoin de lever des fonds. Et ensuite, si on reste dans un périmètre tech de boîtes qui souhaitent lever, ça reste une exception. Il y a une stat qui est encore une fois plus ou moins vraie, mais généralement on cite qu'il y a près 5% des boîtes qui arrivent à lever des fonds. Donc ça reste évidemment une exception des boîtes qui arrivent à lever des fonds. Et d'ailleurs, il faut très vite faire une dichotomie entre des belles boîtes et des boîtes qui lèvent des fonds. On peut lever des fonds sans être potentiellement demain une success story. C'est une manière de se financer pour développer sa boîte. Donc ça reste un outil plutôt qu'un coup de tampon d'une belle histoire d'une boîte. Ok, ouais, parce que nous, dans la tech, on est abreuvé d'histoires sur LinkedIn extraordinaires, plus extraordinaires les unes que les autres. Et finalement, il y a beaucoup de com autour de ça. Est-ce que tu as commencé à l'évoquer? Est-ce qu'il y a une définition de la levée de fonds? Comment ça... Enfin, je veux lever des fonds pour un pur néophyte, ça veut dire quoi? Ouais, c'est une question intéressante puisque nous, notre métier et la levée de fonds telle qu'on l'entend, c'est ce qu'on appelle la levée de fonds dilutive. C'est-à-dire c'est un apport de capitaux de société qui permet à l'entrepreneur du coup de recevoir du cash en contrepartie d'une cession des actions. Donc ça, c'est le mécanisme, c'est de faire entrer de l'argent dans une société via la cession d'actions, à mettre en face d'une levée de fonds non dilutive qui peut se compléter à une levée de fonds dilutive. Et la levée de fonds non dilutive, c'est faire entrer des financements, mais souvent qu'on appelle des prêts ou des subventions qui vont par définition pas diluer l'entrepreneur, mais qui vont être contrepartie de remboursement évidemment. Donc les deux mis ensemble sont le mécanisme de levée de fonds.
Ok, très clair. Alors, si je reprends un peu ton travail, donc toi, tu es ce qu'on appelle, et dis-moi si je me trompe, un lever. Ouais, lever ou banque d'affaires, les deux se disent, Ok. ouais. Ouais. Donc toi, ton but, c'est de trouver des entreprises ou c'est les entreprises qui viennent à toi? Ouais, bah ça, enfin, on a les deux chez Braquage. On a Hmm. beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir en nous présentant leurs projets. Donc c'est l'essentiel des entrepreneurs qu'on rencontre. Nous, généralement, on rencontre presque 5 entrepreneurs du lundi au vendredi. C'est à peu près notre rythme chez Braquage. Et parfois aussi, on va nous-mêmes aller rencontrer les entrepreneurs, leur proposer nos services là où ça nous semble le plus pertinent. Ouais. Ok, très clair. Alors, la question, on enregistre, comme je te le disais, en 2024, en début novembre Ouais. 2024. Bonne année, du Pour coup. bonne année. Alors, bonne année, dans quel sens? C'est-à-dire bonne année 2025 Ah, une ou bonne année, alors je te c'était une souhaite. bonne année Ah non, je te 2024? souhaite une bonne année 2025, par avance. Merci beaucoup. Mais alors, on va rester sur l'année 2024. Euh, alors moi, je suis pas du tout dans ton secteur. Par contre, je suis dans le secteur de la tech et j'étais, ou je suis toujours, suivant la temporalité de l'écoute, mais dans le monde RH, en gros, en ce moment, dans la tech, ça couine énormément. Est-ce que c'est le meilleur moment? Est-ce qu'on peut lever en 2024, en fait? Ouais. Euh, D'un point de vue statistique, oui, on a des levées qui se font tous les jours. Nous, effectivement, notre prix, c'est vraiment les premières levées de fonds des Mm. entrepreneurs. Donc, bah, pour avoir une première réponse assez macro, c'est clair que les levées de fonds se réduisent. C'était le cas en 2023, c'est aussi le cas en 2024. On a des investisseurs de plus en plus frileux, Mm. qui prennent le temps de se décider. À titre personnel, je suis assez convaincu que c'est un mécanisme assez sain. On voit des investisseurs plus sérieux dans leur analyse, dans leur audit. Je pense que on a aussi moins de boulettes qui se font avec cette période. On a des entrepreneurs aussi qui se focusent un peu plus sur l'equity story, sur l'histoire qu'ils vont raconter aux investisseurs. Une fois qu'on a dit tout ça, oui, on a des levées de fonds qui se font. Je pense que sur le segment early stage, on est assez protégé. Je pense qu'on a des problématiques pour des boîtes qui ont levé des séries A, séries B jusqu'au Pourquoi? financé. Parce qu'on a toujours des investisseurs, qui soient des business angels ou des fonds très early stage ou des clubs de Mm. BA, qui ont encore les poches relativement pleines. Mm. Parce qu'avec eux, ils ont de l'argent à investir. Ils vont potentiellement avoir des soucis pour relever de l'argent quand on évoque les fonds. Mais quand on discute avec eux aujourd'hui, ils ont des poches à investir qu'ils souhaitent déployer. Je discutais encore avec un fonds lundi qui me disait qu'il avait 4 deals à faire d'ici la fin de l'année. Donc, il y a de l'argent. Et en face, il y a aussi des boîtes qui souhaitent lever. Donc, il y a un écosystème qui est toujours là, qui se transforme. Une bulle a effectivement explosé. Donc nous, ce qu'on voit au quotidien, il y a toujours de la place pour les belles boîtes. Les belles boîtes arrivent toujours à lever. Mm. C'est le cas. Donc, et la question, est-ce qu'on peut lever des fonds en 2024? Clairement, oui, c'est encore le cas, sur des conditions plus difficiles, sur des temps plus longs, avec des challenges plus importants. Mais quand on souhaite se faire financer, ça reste une option de se faire financer par des LC. Alors, tu le disais, les belles boîtes arrivent à se financer via les levées de fonds. Ça veut dire quoi, une belle boîte early stage? Ouais, bah ça c'est une grande question. Mm. Et c'est pas une science exacte. On peut évoquer tous les critères d'un VC pour les prendre pêle-mêle. Un VC, quand il va regarder ton deck demain, il va regarder évidemment le produit, ton marché, ton histoire, l'équipe, la vision. Donc ça, c'est évidemment tous les critères d'un VC. Quand il faut remplir absolument toutes les cases, et une case qui fonctionne pas, ça sera strictement impossible de lever. Et enfin, ensuite, quand on se pose, la réalité, c'est qu'il y a deux critères. Une belle boîte, critères qui paraissent très simples, mais qui sont les plus compliqués pour un investisseur. Le premier, c'est le critère de l'équipe. Quand on lève des fonds, on investit surtout sur des fondateurs, des fondatrices. Et la réalité, c'est qu'un investisseur préfère miser sur un projet plus ou moins bancal, mais qui sera l'idée par un entrepreneur, une entrepreneuse qui a une vraie vision, une vraie force d'exécution, plutôt que l'inverse. Donc, le gros bloc, ça reste évidemment l'entrepreneur, l'entrepreneuse. Et le deuxième bloc, là aussi, ça paraît assez simpliste, mais la réalité, c'est que 99 des projets cochent pas cette case. C'est une vision globale. Un VC, par définition, il y a une boîte sur 10 qui va fonctionner. Et donc, il faut que demain, la boîte puisse être une licorne en puissance. Et nous qui regardons des decks tous les jours, quand on se pose concrètement sur le marché des visions d'entrepreneurs, on a souvent des belles boîtes, on a rarement des visions aussi globales que souhaitées par les investisseurs. Et tu vois, je te prends l'exemple de l'investisseur avec qui j'ai parlé, qui lead un fonds un peu considéré comme tier 1 à Paris. C'était son problème numéro 1, c'était de trouver des belles boîtes qui peuvent demain peser plusieurs milliards d'euros sur un marché européen ou mondial.
Ok, très clair. Alors ça, c'est ce que tu expliques. C'est ce que j'avais en tête pour être très transparent. Ouais, Alors, j'ai eu une activité entrepreneuriale il y a pas si longtemps et à chaque fois que j'avais ces discussions avec des gens de mon entourage, on me disait, il faut que tu génères du revenu, il faut que tu génères du ouais, revenu, sinon on n'y va même pas. ouais. C'est vrai? Non, non, D'accord. je suis pas d'accord avec ça et la plupart des invests non plus. Euh, et c'est pas un discours de marketing des investisseurs de dire venez nous voir le plus tôt possible, on pourra vous financer. C'est la réalité. En fait, c'est une question, plusieurs critères quand on réfléchit à la question est-ce que c'est le bon moment de lever des fonds. Un des critères, c'est celui que tu évoques, c'est celui de l'attraction commerciale. Euh, un investisseur va acheter une traction et dans la notion de traction, il y a une notion de vitesse. Et donc, pour prendre un exemple, en fait, quand on va chercher des fonds et quand on est pré-revenu, ce qu'on va pouvoir vendre à un investisseur, c'est cette vitesse de traction et de dire, OK, potentiellement, là, je suis pré-revenu, mais regardez tout ce qui se passe, je discute avec tel potentiel client, tel potentiel fournisseur, demain, vous appuyez sur le bouton de la levée de fonds avec moi, voilà ce que je vais pouvoir exécuter. Versus un entrepreneur qui fait potentiellement 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais s'il a fait 400 000 euros le mois dernier et il va faire 150 dans 3 mois, ça va faire rêver personne. Et en fait, un process de levée de fonds, ça dure en moyenne 4-8 mois. Pendant ces 4-8 mois, l'investisseur qui investit dans une boîte qui doit doubler chaque année ou plus va s'attendre à ce que la boîte fasse potentiellement plus 40, plus 70% des chiffres d'affaires. Donc il y a vraiment cette notion de traction. On a parfois beaucoup d'entrepreneurs qui font l'erreur d'aller chercher des investisseurs quand ils ont atteint ce plafond de verre commercial. Ils sont allés au bout du bout et donc ils arrivent pendant 4 mois, il se passe rien, l'investisseur drop parce que finalement ils n'ont pas été très séduisants dans le process. Donc lever pré-revenu, c'est évidemment une difficulté. Évidemment, pour un entrepreneur, plus il va arriver mature auprès d'investisseurs, plus il va être capable de négocier des bonnes conditions et donc d'avoir un bon deal. Ceci étant dit, à la question est-ce qu'on peut lever un temps pré-revenu? Oui, c'est possible et parfois c'est une nécessité pour un entrepreneur qui doit accélérer tout de suite très vite dans un marché naissant. Et ça, les VC le savent très bien et sont capables de le faire. Ça veut dire que demain, je mets autour de la table des rockstars d'une thématique. Ouais, On réfléchit à un super projet. ouais. On commence à faire un MVP. On prouve que ça fonctionne. Je vais lever de l'argent. Ça, c'est pas dit d'avance. Mais effectivement, tu as souligné un critère qui est hyper important, c'est celui d'un entrepreneur qui a déjà réussi des belles success stories. Ça, c'est effectivement un critère numéro un. Et il est très fort probable, alors encore une fois, c'est pas une science exacte, mais si tu réunis une équipe qu'on appelle Top Gun dans le milieu, qui a potentiellement déjà levé des fonds, et vous vous financez sur une vision qui fonctionne avec un produit qui peut séduire les investisseurs, il est fort probable que vous réussissiez à trouver un premier tour de table. Et quand on parle d'un premier tour de table en précide, alors là, peu importe, enfin, ça pourra dépendre du montant, mais un précide classique en France, c'est entre 500 000 et 1 million, 1,5 million, non dilutif compris. Donc en fait, c'est on parle d'aller chercher 10, 20 BA. Et ça, il est fort probable que vous ayez autour de vous des gens qui sont même pas prêts à miser sur le projet, parce que c'est pas ça la question, c'est des gens qui sont prêts à miser sur vos capacités et vos qualités d'entrepreneur qui connaissent chez vous. Ok, très clair. Alors, moi, dans cette thématique, je trouve que comment toi, au jour le jour, tu arrives à avoir une traction commerciale, parce que tu as ton job, c'est quand même de rencontrer des boîtes, des entrepreneurs, etc., Ouais. mais sans être vendeur de rêve à tout prix et sans... parce que finalement, c'est extrêmement dur tout ça. Ouais. Et les gens l'oublient parce qu'on est abreuvé tous les jours d'images sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Ouais. Comment toi tu fais pour avoir une balance entre sexiness en termes commercial et en même temps vraiment stricte réalité du marché? Ouais. Effectivement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et qu'on continue à se poser tous les jours. Nous, déjà, notre approche, on a tout de suite voulu, avec Augustin et aujourd'hui l'équipe braquage, on est 4 personnes, développer une approche focus sur les premières levées de fonds des entrepreneurs. Et pour ça, c'était impossible, ça n'avait aucun sens de répliquer un modèle de banque d'affaires classique où on sous-traitait pour eux toute la documentation, on les mettait systématiquement en relation avec les investisseurs. Ce serait disproportionné par rapport à leurs besoins et leurs ressources. Il faut aussi comprendre que dans un écosystème early stage, les investisseurs vont s'attendre à ce que l'entrepreneur puisse monter en compétence sur le sujet de levée de fonds, comme il va devoir monter en compétence sur tous les sujets d'une boîte. Et donc, il faut faire briller l'entrepreneur, ce qui n'est pas forcément le cas dans une série B ou une série C. Donc, nous, on travaille à un accompagnement qui doit permettre à l'entrepreneur d'être le plus autonome possible dans sa levée de fonds et nous d'arriver là où, selon nous, il y a de la haute valeur ajoutée, c'est-à-dire valider la documentation, travailler le roadshow, c'est-à-dire quel investisseur on va contacter, dans quel timing, sur quelle valorisation,
Et peut-être là où c'est le plus important, négocier à côté d'eux les conditions de la levée de fonds. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, notre métier, donc, c'est de les accompagner pour essayer de professionnaliser toutes les étapes de la levée de fonds, mais on n'est pas des vendeurs de rêve. Et je pense que aujourd'hui, l'entrepreneur va faire sa première ou deuxième levée de fonds versus un investisseur qui va faire sa 10e depuis 10 ans. Et donc, il y a une asymétrie d'information qui est hyper forte et qu'on essaie de régler. Nous, on aime bien souvent faire un comparatif avec la prépa. Tu vas faire une prépa HEC. La prépa HEC va pas te dire on te garantit à 100% d'avoir HEC ou une très bonne école. En revanche, je te garantis d'être le mieux préparé possible pour réussir cet examen. Et ben, nous, c'est à peu près le même sujet. C'est-à-dire qu'on va leur dire, écoutez, avec nous, vous allez pouvoir maximiser les chances de la levée de fonds. Et évidemment, dans notre discours, on leur dit absolument pas, avec nous, vous allez lever à 100% de chance, ce serait évidemment leur mentir. Comment toi, tu te rémunères? Ouais, nous, on a un forfait, enfin, comment dire, on a un pricing en 2 temps. On va avoir d'abord un forfait de lancement qui est généralement autour de 2 500 €. C'est à peu près notre forfait de base. C'est important pour nous de le mettre au début. Parfois, on a fonctionné sans levée de fonds, sans retainer. La réalité, c'est que c'est aussi rendre service à l'entrepreneur de s'impliquer dans le process plutôt que de nous voir simplement comme une potentielle chance de succès et une piste pour aller lever des fonds. Ça, c'est notre forfait de lancement. Et là, on gagne surtout de l'argent, c'est évidemment au succès. On prend une commission de la levée de fonds qui est assez classique dans le marché. On va prendre entre 4 à 6% de la levée de fonds sur la partie du listing. Ok. Alors, grâce à Banous, tu vas avoir des millions de sollicitations. Qu'est-ce que tu attends d'un entrepreneur qui te contacte pour la première fois? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ouais. Nous, effectivement, on a travaillé en tant que VC avec Augustin. Et toute personne qui bosse chez Braquage a déjà travaillé en tant que VC. Donc, c'est aussi notre force. On sait pertinemment comment ça se passe en interne côté investisseur. Et nous, on va avoir un boulot qui va être assez similaire à un boulot de VC. C'est-à-dire que notre boulot, ça va être c'est d'analyser les boîtes, pas qui veulent lever, mais qui peuvent lever, qui est un autre prisme. Et donc, effectivement, on va avoir souvent un premier rendez-vous. On va discuter avec l'entrepreneuse. On va recevoir son deck. En une demi-heure ou une heure, généralement, on arrive à avoir un premier prisme du projet. Et ensuite, on fait chez nous, chaque semaine, un comité de deal flow. On regarde toutes les boîtes, on en discute, on creuse les sujets. Et ensuite, ça nous permet de se faire un avis. Généralement, on fait souvent un deuxième rendez-vous avec l'entrepreneur. On arrive avec plusieurs questions. Et c'est entre le deuxième et l'éventuel troisième rendez-vous où nous, on se sent assez à l'aise pour faire une première proposition à l'entrepreneur sur notre méthode d'accompagnement. Donc, je te fais un mail. Qu'est-ce qui te rebute le plus dans le premier mail que tu reçois? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ouais, en fait, encore une fois, je pense que c'est intéressant de prendre un comparable avec un VC. Et l'erreur qu'on voit souvent des entrepreneurs, c'est déjà ne pas forcément être simple. Ça paraît basique, mais si un investisseur ou sinon on ne comprend pas le projet, on va avoir du mal à se positionner dessus. Donc, il faut ne pas parler à un expert, il faut parler à quelqu'un qui sera potentiellement néophyte. Et donc, ne pas perdre un investisseur ou un lecteur sur les premiers mots. Ensuite, on aime bien effectivement voir un premier storytelling. Il va voir seulement dans le mail, mais dans le deck, avoir une histoire qui se raconte. Et enfin, le troisième point, c'est évidemment l'entrepreneur qui, nous, effectivement, demain, on va être à même de le présenter à des investisseurs. Donc, on va devoir effectivement analyser un peu sa façon de pitcher sa boîte. Et là, c'est évidemment important d'avoir une posture, un bon curseur entre l'entrepreneur qui est quand même relativement humble pour écouter les conseils, parce que nous, on se passe en tant que conseil. Donc, si l'entrepreneur, on sent qu'il n'a pas cette envie, en fait, d'avoir des feedbacks, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai un curseur parce que de l'autre côté, c'est évidemment avoir une vision et une force et d'être ultra convaincu de son projet pour demain emmener des investisseurs. Donc évidemment, pour répondre à ta question, ce qu'on n'aime pas voir, c'est des entrepreneurs un peu sûrs d'eux qui vont avoir cette posture de presque nous faire le cadeau de travailler avec eux. On a besoin, encore une fois, d'avoir des entrepreneurs ouverts au feedback. Ok, très clair. Donc, je t'ai envoyé un mail. Tu me dis, Banco, j'ai lu ton deck. Alors, qu'est-ce qu'un bon deck déjà? Parce que c'est un peu les 3 éléments d'un bon deck. Bon, on pourrait discuter des heures d'un bon deck. Et là aussi, c'est pas une source exacte. Je mets souvent comment dire, je fais en sorte de mettre toujours un petit peu de... Moi, j'ai pas le mot qui me vient. Sur les conseils qu'on donne aux entrepreneurs, tu vois, c'est important pour nous de toujours mettre un bémol dans ce qu'on dit, puisque la levée de fonds, ça, j'ai pas mal répété, c'est pas une source exacte, mais surtout, tu peux demander 10 conseils à 10 personnes qui ont fait des levées de fonds, tu as potentiellement 10 conseils différents. Et à un moment, c'est le rôle aussi de l'entrepreneur de trancher. Pour nous, c'est quand même c'est notre métier avec Augustin, d'avoir travaillé pendant des années à condenser le meilleur de la levée de fonds pour leur proposer. Mais tu vois, je me suis égaré, j'ai oublié ta question. Un bon deck. Clairement, un bon deck. Je pense que sur un bon deck,
il y a un peu 3 éléments à avoir en tête. Le premier, on en parlait, c'est la simplicité. Utiliser des mots simples, le moins de mots techniques possible pour ne pas perdre un investisseur. C'est important de se mettre dans le rôle d'un investisseur. Un bon fonds de VC, à Paris, reçoit 300, 400 decks par semaine. D'accord. Ça va être lu par des analystes, souvent jeunes, moins de 30 ans, quasiment sortis d'école, parfois des stagiaires, régulièrement des stagiaires. Ils vont vous donner 3-5 minutes, parfois beaucoup moins, pour lire le deck. Le seul objectif du deck, c'est d'avoir un call avec le VC à la fin. L'objectif du deck, c'est pas que le lecteur ait accès à toutes les informations du projet, ça n'a qu'un sens. Donc, premier job, être simple pour qu'on puisse être lu en quelques secondes. Deuxième ambition, c'est d'avoir un storytelling parfait, d'avoir ce fameux FOMO où à la fin du deck, le seul questionnement de le lecteur, c'est de se dire comment je peux prendre un call avec l'entrepreneur pour en savoir plus sur le projet. Et le troisième point, qui est parfois notamment dans les projets très tech, un peu léger, c'est celui du design. Alors, inutile de faire des slides pour faire des slides et d'y consommer des heures. En revanche, un investisseur, il n'y a pas à avoir beaucoup de matière pour se dire comment travaille cet entrepreneur avec son écosystème, ses fournisseurs, ses clients. Et donc, c'est quasiment la seule occasion de montrer au lecteur, à l'investisseur, que votre façon de bosser, elle est propre, qu'il n'y ait pas de typo, de photographe. Ça paraît tout bête, mais on le voit régulièrement. D'accord. Donc, c'est un peu les 3 facteurs, simplicité, storytelling, design, qui font un bon deck. Donc, je t'ai envoyé mon deck. Ouais. Tu me fais venir directement ou on a un call déjà avant? Ouais, généralement, au bout du premier mail, on se fait une première visio de 30 minutes, ce qui nous permet, nous, de te questionner, de recevoir les documents. Et ensuite, on en parle en équipe. Quel type de questions tu poses? Ouais, des questions assez classiques de VC, mine de rien. Est-ce que déjà, tu peux me refaire un peu l'historique du projet, qu'est-ce qui t'a amené à créer la boîte? Pourquoi tu souhaites lever des fonds? Quelle est un peu l'equity story? Qui sont tes cofondateurs, ou s'ils sont présents dans le call ou non? Et après, des questions sur la vision, la cap table. Enfin, tu vois, on va très vite, en fait, en une demi-heure, mine de rien, on arrive à avoir une bonne idée si le projet est ce qu'on appelle VC compatible avec les éléments qu'on évoquait. Donc voilà, à peu près un premier call. Ouais. Évidemment, on se présente, c'est quand même mieux. Et comment on bosse, et ça. Et là, très vite, on va savoir si déjà on peut avoir la valeur pour l'entrepreneur et si ça fit. C'est un call hyper strict ou pas? Enfin, comment ça se passe? Non. En fait, c'est d'ailleurs un peu le fond, nous, de notre positionnement avec Braquage. Et ça se voit dans je pense, dans notre branding un peu singulier. On a vraiment l'envie d'être assez accessible pour les entrepreneurs qui parfois vont sur des sites de banque d'affaires et comprennent pas vraiment les services. Nous, on essaye justement d'être hyper accessible. Donc derrière, ça se retranscrit par des calls qu'on souhaite simples et agréables pour l'entrepreneur. Ok, top. Et donc à la fin, premier call, vous faites une réunion en fin de semaine et vous dites banco ou pas pour recevoir la personne? Ouais, exactement. Et après, visio ou réunion pour se voir. Et en 2 ou 3 rendez-vous, on arrive généralement à savoir si l'entrepreneur peut lever des fonds et à se mettre d'accord sur un accompagnement qui plaît à tout le monde. Encore une fois, une levée de fonds, ça va durer 4, 8 mois, peut-être 12 mois de la première brique jusqu'à la dernière. Donc, c'est des temps très courts, mais très intenses pour l'entrepreneur qui vit une étape chez sa boîte. Donc, le premier sujet, c'est évidemment celui du fit humain. Ça, c'est extrêmement important ce que tu dis parce que, alors pareil, moi, il y a une petite échelle, on n'est aussi pas allé vers ce type de financement parce qu'on avait peur de perdre, en fait, étant donné nous étions 2 à développer la société. Si on se met dans un mood à aller chercher des fonds, bah déjà, tu perds l'influx nerveux pour ton propre commercial à toi, pour aller chercher des clients, pour faire vivre. Ouais. Enfin, c'est quoi la répartition du temps alloué pour un entrepreneur lorsqu'il va lever des fonds? C'est 3 heures par jour? C'est quoi, en fait? Ouais, mais tu as raison, c'est un vrai point. Et nous, on le dit systématiquement à nos clients entrepreneurs ou entrepreneurs qu'on rencontre, c'est que ça doit être une réflexion mûrement mûrie. Parce que lever des fonds, c'est beaucoup de temps, et c'est du temps qui ne sera pas alloué sur le commercial et à d'autres parties du projet. Et pour revenir à ta question, la levée de fonds, c'est très chronophage. Même si un cabinet comme nous peut permettre à l'entrepreneur de gagner du temps, encore une fois, on ne pourra pas sous-traiter toute la levée de fonds. Donc généralement, on conseille qu'il y ait un des founders qui soit focus à 100% sur la levée de fonds. Il y a des parties plus ou moins chronophages. Dans la phase de préparation, on peut quand même essayer de gagner un peu de temps en prenant des personnes pour faire le deck. Ça peut être aussi des freelances qui vont gagner du temps sur le design aussi. Mais c'est quand même peut-être la phase la plus importante de se poser sur l'histoire qu'on va raconter aux entrepreneurs.
Donc ça, c'est une phase qui va durer 1 mois et demi. Et je pense que c'est du 50-70% pour l'entrepreneur. Ensuite, il y a le roadshow. Le roadshow, c'est un travail de sales, hein, c'est aller chercher les investisseurs. Là, c'est évidemment du plein temps. Quand je dis du plein temps, les journées sont toujours à rallonge pour les entrepreneurs, mais c'est au moins, je pense, 80% de la journée. Et après, la partie closing, qui est gérée par un avocat, elle est très stressante, mais en termes de temps alloué, ça peut être un peu moins time consuming pour un entrepreneur, en mettant de côté les derniers jours où évidemment là on signe le pacte d'actionnaire. Donc là, c'est, je pense, du full time au moins dans l'énergie consommée. Ok. C'est bon, j'ai signé, on a levé des fonds grâce à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je perds, alors je perds, peut-être un lapsus, mais dans ma vision, mais je cède une partie de mon capital. Je cède combien au début? Ouais. Bah, en fait, derrière ça, c'est la question de la valorisation Ouais. que tu évoques. Nous, chez Braquage, on est assez convaincus que c'est une question relativement mineure quand on lève des fonds. On a beaucoup d'entrepreneurs qui parfois se prennent la tête à faire des tableaux Excel sur des multiples d'ARR, et d'EBITDA, alors que la boîte elle a quelques mois ou quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, donc ça n'a juste aucun sens. Évidemment, derrière la question de la valorisation, c'est la question de la dilution. La réalité, c'est que là, on évoque vraiment les premières levées de fonds, tu vois, les levées de fonds jusqu'à 2-5 millions. La dilution moyenne, la médiane et la moyenne se rapprochent quand même autour de 20%. Sur du pré-seed, l'idéal, c'est quand même de lâcher plutôt entre 10-15%. Si c'est mal négocié, 20-25%. Quand je dis que c'est mal négocié, on pourrait y revenir, mais c'est plutôt le jeu d'enchères. Et effectivement, sur les levées de fonds un peu plus importantes, c'est 20-25% avec toi, avec une grosse moyenne qui est autour de 20%. Et donc, effectivement, la réalité, c'est que la valorisation, elle est surtout fonction du jeu d'enchères que l'entrepreneur va être capable de mettre en place. Effectivement, si au bout de 2 mois de roadshow, tu n'as qu'une term sheet sur la table, tu seras beaucoup moins fort que si au bout de 3 semaines, tu as 10 investisseurs qui tapent à la porte. Et c'est là où tu pourras naturellement faire lever sur la valorisation auprès de l'investisseur qu'on appelle l'investisseur lead, celui qui met le ticket le plus important. Et donc voilà ce que tu vas lâcher. Si tu fais ton premier tour de table, tu lâcheras 25% si tu n'es pas accompagné, et peut-être 10-15% si c'est un braquage. J'en suis sûr. Ok, top. Donc j'ai signé, j'ai donné une partie de mon capital. Mes investisseurs, je dois, alors, je sais, malheureusement, je fais le faux naïf, mais je dois leur rendre des comptes tous les combien de temps? Il se passe quoi après? Ouais, le contrat de mariage que tu vas Exactement. avoir avec les investisseurs, il prendra vie dans ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires. Donc, il est le résumé des informations que tu vas avoir, enfin, des clauses que tu vas avoir avec les invests. Et effectivement, tu vas avoir des niveaux d'engagement qui vont être négociés. Et ça, c'est un des points où on avertit toujours l'entrepreneur. On parlait du temps consommé. L'autre point, c'est que à partir du moment où tu fais rentrer un investisseur, tu n'es plus totalement chez toi. Et donc, effectivement, quand tu deals avec un invest, l'idée, c'est de se focus non pas à 80%, mais à 10 000%. Donc, il n'y a plus d'activité professionnelle à côté. C'est du temps plein. Et après, en fonction de la typologie de la levée de fonds et de la typologie d'investisseurs, tu auras des conditions plus ou moins lourdes. Mais effectivement, tu devras rendre des comptes. Non pas au quotidien, mais T'as un board par mois, par ouais, exemple, exactement, ça va être dealé comme ça. Tu peux avoir des business angels aussi plus light, et c'est important dans ces premières levées de fonds d'avoir une équipe d'investisseurs assez diversifiée. Parfois, j'entends des entrepreneurs me dire, moi, je veux pas d'investisseurs dormants. C'est très agréable d'avoir parfois des investisseurs dormants qui vont te laisser tranquille et te laisser mener la barre comme tu l'entends. Et effectivement, parfois, c'est aussi cool d'avoir des investisseurs qui t'ouvrent des portes, qui t'apportent leur réseau, l'expertise. Donc, c'est un bon mix. Mais ça aussi, si on a le luxe de pouvoir faire une bonne recette d'investisseurs, c'est un bon deal. Encore une fois, nous, on le répète tous les jours, la levée de fonds, le montant, c'est bien. La réalité, c'est que la parité levée de fonds, ça se joue surtout dans les conditions qui sont dealées auprès des investisseurs. Merci beaucoup, Germain. C'était hyper Merci, clair. D'ailleurs, si jamais le sujet vous intéresse, je dis ça pour nos auditeurs, dites-le nous et puis éventuellement on te réinvitera. Je te réinviterai Grand plaisir. pour continuer cette discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et surtout merci au premier sponsor, je me répète, Alexandre Falk, le mage du SIA. Allez voir son site, de toute façon je mettrai tout en commentaire et merci de soutenir Banous. Merci Germain, à plus. Merci Laurent, à bientôt.